Bonjour à tous. Nous avons exploré aujourd'hui, on va dire en deux temps, l'épilepsie. Voilà. Et en deuxième partie, vous verrez que j'ai rajouté derrière, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose au niveau de ces animaux, ces chiens qui sont capables d'accompagner les épileptiques, de détecter les crises, tout comme pour les chiens d'aveugles. Voilà. Donc je l'ai rajouté à la fin. On a exploré l'épilepsie. Voilà. Déjà, je suis concerné, enfin j'ai été surtout jeune concerné, voilà. J'ai fait des crises d'épilepsie. Vous verrez que pendant cette enquête, on aborde mon sujet, ma personne. Et puis même si maintenant je me sens pas trop concerné parce que ma dernière crise j'étais encore, on va dire, adolescente, mais je connais quand même ce qui peut me les déclencher et je sais comment les éviter. Voilà, donc je n'ai aucun traitement ni rien de tout ça, mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont encore confrontées à ça, l'épilepsie, notamment à travers notre clientèle, hein. Nous avons des cas, oui bien sûr, qui vivent cette pathologie qui peut être très très inconfortable. Voilà, j'espère que cette thématique va vous intéresser. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne si vous voulez voir nos prochaines enquêtes. N'hésitez pas à regarder toutes les enquêtes que nous avons déjà faites, diverses et variées. Belle journée à tous! À mon 3, tu vas aller te connecter sur l'épilepsie. 1, 2 et 3. Ok. Comment tu te sens? Alors dis-moi, quand tu te connectes sur l'épilepsie, quelles sont les premières informations qui te viennent? Je vois des modifications au niveau des ondes cérébrales. Euh, je vois plusieurs cas différents avec. J'ai vraiment des causalités qui peuvent être physiques, d'autres environnementales et encore des causes subtiles, ésotériques. D'accord. Et des fois, certaines sont combinées pour presque un peu un jackpot gagnant quelque part. Quelle est la part de pourcentage on va dire, de la causalité, que ce soit pour le physique, admettons, pour l'environnemental et pour le subtil? C'est plutôt tout équilibré. On va dire j'ai presque les mêmes pourcentages. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une causalité, on va dire, transgénérationnelle? Ça fait partie en fait. Au niveau physique, Oui. euh, je je vois une énergie qui est très particulière. C'est une énergie, comment dire? Je vois une peur. Je vois vraiment ça comme une peur, un traumatisme, quelque chose qui émotionnellement va venir comme, tu sais, figer l'énergie. Tu comprends? D'accord. Et je vois en fait le corps, c'est comme quand tu es surpris, tu sais, tu fais comme Oui. ça, mais quelque chose qui dure sur le temps parce que cette peur, ce trauma, en fait, il vient te saisir et cette peur, en fait, dure parce que c'est quelque chose, ça peut être une annonce traumatisante ou quelque chose, ou un stress, même, tu vois, d'un parent ou quoi que ce soit par rapport à un événement. En fait, il y a quelque chose, il y a un événement dans la vie de soit d'un enfant ou d'un Mmh. adulte et on vient retenir cette respiration et tu vois, ça fait comme de l'énergie, de l'air en fait qui Mmh. vient trop intensément là au niveau cérébral qui monte et qui vient perdurer.
parce que c'est quelque chose qui, comme si ça n'avait pas de fin. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Et la circulation énergétique est coupée et comme s'il y avait trop d'air, trop de vent, hein, vraiment au niveau de la tête. Et, et le digestif bloqué, euh, je vois dans des émotions. C'est comme si c'était englué, par contre, en bas. Tu vois, il n'y a plus d'air en bas. Et dedans, on est dans quelque chose de très euh, émotionnellement, très, très lourd, très. euh, c'est presque boueux. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Mhm, Et il y a une coupure de circulation, en fait. Au lieu que tout soit harmonieux, ben, hop, c'est coupé. Et, et les émotions restent figées avec le temps. Et comme l'information de cette émotion reste figée là dans le ventre émotionnellement, mhm, et ben, c'est comme si la personne revivait en boucle. Et du coup, l'émotion bloquée en bas fait que ça informe à chaque fois cette comme ça. C'est comme s'il était resté perpétuellement là-dedans et ça crée comme euh, quelque chose de figé ici dans les perceptions et tout est parasité. En fait, c'est comme si je voyais tout le circuit neuronal parasité, en fait, court-circuité par cette aspiration d'accord. aérienne de vent. Je sais pas comment dire ça. Oui, oui. Donc, ça, c'est un facteur. Et ça peut, si le trauma est transmis après, cette information, ce mode de fonctionnement-là, Mhm. peut être après transmis à la descendance. D'accord, donc on va dire Ça peut, ça peut, c'est dans pas certains cas, obligatoire. Ouais. ouais, s'être imprimé quelque part au niveau de l'ADN. Après, il peut exister, d'un point de vue physique, je vois des, des malformations oui, des malformations Mhm, et qui entraînent un fonctionnement cérébral différent. La malformation peut tant être purement génétique ou aussi ésotérique. Enfin, il y a plein de choses, mhm. mais une malformation comme une maladie génétique et qui entraîne plusieurs organes qui dysfonctionnent, dont la zone cérébrale. D'accord. Je vois une autre personne qui supporte pas, ça fait même au bout d'un moment comme très mal à la tête et je vois une hypersensibilité aux ondes. D'accord. Qui ferait ça? Ouais. C'est comme si les ondes, comme une, comme si dans son fonctionnement, il y avait une perméabilité euh, plus, plus forte justement aux ondes cérébrales et c'est comme si dans la partie, tu vois, je vois l'émission, en fait, tu vois, ça fait des ondes, mais les ondes, elles suivent effectivement des canaux, mais elles sont aussi en dehors. Mhm. Et ces ondes, en fait, quand ça circule, euh, c'est comme si elles étaient en, au-delà des gaines de transmission. Et je vois les ondes extérieures venir faire des interfacts dans ces ondes-là. Et du L'interface? D'accord. non, des interfacts et coupé. En fait, c'est comme si ça tranchait l'onde et du coup, l'onde est réceptionnée de manière tranchée et peuvent créer de l'épilepsie. Je prends moi, Anne-Julie, quand j'étais gamine, je suis devenue du jour au lendemain épileptique, hein. J'ai fait une première crise, je dois avoir 9-10 ans, hein. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait cette épilepsie? C'était quoi l'origine? Alors, attends. Je vois, il y a plusieurs facteurs parce que comme je te dis, là, les facteurs, on les voit de manière assez séparée, Mhm. mais certaines peuvent s'associer. Oui, Et je vois qu'il y avait une cause à la fois
émotionnel. Je sais pas s'il y a eu un deuil ou une perte, il y a eu quelque chose de la perte, une séparation, il y a eu quelque chose qui, comme si ça t'avait mis dans une peur, dans une crainte. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je sais pas si ça te parle, mais il y a vraiment Non, j'ai eu comme une après, instabilité. après les crises, oui, quand mes parents ont divorcé, mais c'était après. Ouais, Avant, mais c'est je vois que c'était quand même tendu. C'est-à-dire que, ah, c'était tendu, oui. ouais, et c'était conflictuel et je te vois en fait comme si tu te sentais responsable de comment on peut dire ça, de leur conflit. Comme si, euh, ouais, j'ai vraiment ça. Comme si une part de toi avait senti cette séparation, une peur. J'ai l'impression que t'avais chopé l'information et une peur de te Alors, j'ai sentir, peut-être eu une culpabilité parce qu'on cachait, ma mère nous prenait en otage pour la cacher. Elle allait faire certaines choses. On surveillait, quoi. On surveillait. On servait de. J'ai été utilisée pendant cette période de conflit entre mon père et ma mère, oui, c'est certain. mm, je te vois vraiment en fait au milieu de ça, entre tes parents. Et, euh, et je te vois en fait dans cette peur et te sentir coupable de leur dispute, de leur conflit. Et c'est comme si tu étais le médiateur plus que tes frères et sœurs, tu vois, mais vraiment le médiateur au milieu de tout ça et faire un peu l'éponge et du coup être le conflit, tu vois. D'accord. Et ça, c'est quelque chose. Et je vois aussi, euh, je sais pas si tu avais eu des implants au niveau de la tête ou comme un casque. Enfin, c'est des images très lointaines que je perçois. Alors, enfin, tu veux dire des implants ésotériques? Oui. Alors, je sais pas, dans mes sessions, on m'en a jamais trouvé Mm. à l'heure d'aujourd'hui. J'ai pas d'implant. Observe, Non, non? non, non. J'ai eu une opération, donc pas très longtemps après cette période avec mes parents. J'ai eu une opération de l'appendicite et apparemment, ça s'est déclenché juste après, quelques jours après. Et on dit que ça viendrait que j'ai été mal anesthésié. Après, des médicaments peuvent créer des mauvaises conductions. Ça fait partie des facteurs, on va dire, environnementaux, peuvent créer des mauvaises. Moi, j'ai toujours cette conduction, hein, Mmh, au niveau des ondes cérébrales. Et c'est pour ça que je vois plein de facteurs possibles sur l'épilepsie. Tout comme je te disais, certaines personnes ont des implants qui peuvent venir perturber, ou même des implants type un peu casque, avec des ondes qui sont émises ouais, pour déstabiliser, pour faire du contre-mental ou déstabiliser tout simplement les fonctionnalités cognitives de la personne, mmh. et même des implants, une personne qui aurait un implant type marquage qui émet des ondes comme une balise GPS, Mmh. selon où c'est placé, peuvent venir perturber les signaux parce que si tu as une onde émettrice, tu as une onde réceptrice et Oui. qui envoie en fait, hein, ça va dans les deux sens. Le GPS émet mais reçoit aussi pour vérifier et selon comment est envoyée l'onde, tu vois, d'un point de Mmh. vue énergétique, ça peut venir parasiter les ondulations électriques du cerveau. Et qu'est-ce qui fait que, admettons, comme moi encore dans l'ici et le maintenant, je sais que, admettons, tout ce qui est jeux de lumière, hein, les stroboscopes surtout, si je fais une longue lignée en voiture où il y a du soleil et des arbres,
Alors je sens vraiment que ça me Parce prend le cerveau, quoi. après, c'est une difficulté. Ça Je laisse vois des marques? de... Non, c'est pas ça, mais c'est une difficulté de ton cerveau à... Comment te dire ça? Je vois. À pas analyser les images, mais en tout cas à les... C'est comme s'il y avait une dissonance entre ce que tes yeux perçoivent et l'analyse de ton cerveau qui en fait. Et ça fait des choses assurées. Et du D'accord. coup, euh, Qu'est-ce qui crée cette dissonance? Qu'est-ce qui fait que c'est pas équilibré? C'est pas parfaitement paramétré? c'est la rapidité, en fait. Je vois de l'information, comment elle circule et la retranscription au niveau de l'analyse et de comment c'est interprété. D'accord, et je peux pas reparamétrer ça? Tu peux, mais comment te dire? Tes yeux captent des milliards d'informations Oui, presque à la seconde. Mais c'est comme tu verrais une image, toi tu vas voir une certaine chose, d'autres personnes, la même image vont voir autre chose. Ça va dépendre déjà sur quoi ton cerveau va faire focus en fonction oui. de tes affinités, de tes perceptions Mmh. et de ce que tu aimes ou n'aimes pas regarder, des détails ou non, si c'est plus détails ou quelque chose de global. Et puis après, ça va être la vitesse. Il y a des choses, tu ne peux pas augmenter la vitesse. Et si ça va très vite et qu'il faut tout analyser, c'est comme si le cerveau s'embrouillait. Donc tout ce qui va être... Faut pas que ce euh, soit trop rapide, quoi. c'est ça. Mon cerveau est au ralenti. Non, c'est pas une question de ralenti ou pas, c'est que n'importe quel cerveau analyse certaines images à la Mmh. seconde et en fait le fait d'alterner certaines lumières, euh, et ça aussi ça peut être facteur déclenchant, tu vois. Les personnes qui vont en boîte, t'as des jeux de lumière Les et stromboscopes, je supporte pas moi non plus. ça bouge très vite et du coup, le cerveau n'a pas le temps d'interpréter et c'est comme s'il y avait quelque chose qui connectait, déconnectait, enfin, tu vois, et ça D'accord. vient taper. Je vois, c'est l'analyse du cerveau à intégrer et à faire euh, et à retransmettre l'information et je vois, ça vient créer comme j'ai une notion de perte d'équilibre, une perte de sensation, de proprioception. Je sais pas comment dire ça. Il y a tout Ah, mais tu te sens qui... comme, Je sens comme un si côté vaseux, tu un vas côté partir, perte. comme Ouais, si tu allais partir, une perte, tu sens que si ça perdure, il va y avoir une perte de connaissance. c'est ça. Moi, je sais quand ils me faisaient les électroencéphalogrammes, à chaque fois, tu peux y aller, me déclencher une crise parce que ils font un effet jeu de lumière. C'était radical, hein. Moi, je déclenchais systématiquement, hein. D'accord, OK. Et pour ce qui est environnemental, c'est toujours, on va dire c'est une hypersensibilité aux ondes uniquement ou est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Certains métaux qui viennent, euh, je vais rendre toxiques, métaux lourds, qui Ouais, vont venir, qui vont passer la barrière et vont venir au niveau encéphale. ouais, Et ils émettent eux-mêmes leurs propres ondes également, ou viennent comme boucher, si je ouais. puis dire, les connexions nerveuses. Donc ça peut entraîner chez certaines personnes de l'épilepsie et chez d'autres entraîner des troubles neurodégénératifs également. Ah oui, carrément. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, Anne-Julie, qu'il y a des personnes qui font beaucoup de mais il y en a, c'est phénoménal le nombre de crises qu'ils font. Moi, j'en ai connu, hein. C'est je sais pas combien par semaine et qu'il y en a d'autres qui en font moins. D'où vient ce rythme? Au bout d'un moment, je vois, ça va être ben déjà l'importance, si c'est d'un point de vue subtil, l'importance du dispositif. Et puis après, au bout d'un moment, je vois comment
comment ça s'appelle? Les synapses Oui. et tout ce qui compose hein, finalement euh, le cerveau, au bout d'un moment, je vois, c'est comme si ça se détériorait. Et, et le corps, en fait, n'arrive pas à régénérer ça. Et les traitements deviennent de moins en moins efficaces. Est-ce qu'il est possible quand même pour, selon le cas de figure, hein, on est d'accord, pour des personnes de d'arrêter définitivement de faire des crises, se débarrasser de ça, de l'épilepsie Tout dépend de l'origine. de l'origine? Ouais. Et après, tout dépend de l'importance des dégâts qui pourraient être occasionnés. Au niveau de ce qui est, comme tu dis, des dégâts, des synapses et autres, est-ce que le corps, est-ce qu'un corps, il aurait la capacité, hein, selon les cas, de refaire ça, quoi, enfin de. Le corps peut être capable de recréer d'autres connexions, de créer d'autres choses. Et à partir du moment où si on comprend l'origine, ça peut mettre en évidence chez certaines personnes aussi mieux accepter la maladie, euh, mieux la vivre, si je puis dire. Et pour certaines personnes, euh, enlever une certaine culpabilité, tu vois, de se sentir responsable qu'un enfant ait la maladie, ça aussi c'est important. Ça va pas permettre de guérir, mais ça peut permettre de calmer les émotions. Et, et chez certains, tu vois, d'aller travailler sur les émotions. Et je pense, tu vois, tu peux rééquilibrer. Alors, effectivement, tu as la médecine occidentale qui propose des traitements, mais je pense que ça peut être intéressant en complément de se tourner vers d'autres types de médecine, comme la médecine traditionnelle chinoise ou autre, tu vois, pour justement aider à réguler aussi ses énergies. C'est des compléments, en plus que d'aller chercher la cause et de comprendre ce qui se passe. Est-ce que dans tous les cas de figure des épilepsies, on va dire avec les examens qu'on a de nos jours, hein, encéphalogramme et autres, est-ce que pour chaque cas, ils savent l'origine de ce qui Non, déclenche les crises? non. Non? Même toi, ils savent pas exactement. Ah bah, je te dis, moi, ils avaient dit, ça venait d'un manque Un d'oxygène et de effet potassium. iatrogène? Excuse-moi, je ne connais pas ce mot, Anne-Julie. Non, mais c'est une conséquence des traitements. Une mauvaise anesthésie, quoi, apparemment. C'est ça qui m'aurait touché ma première crise. D'accord. Effectivement, tu vois, je vois des enfants parce que l'accouchement euh, a été difficile, trop long. L'enfant a manqué d'oxygène, donc du coup, le, le corps va protéger les organes nobles, mais au bout d'un moment, il peut pas Tout protéger. rester tout protéger et effectivement, ça peut entraîner des lésions et avoir des répercussions au niveau cérébral. Est-ce que dans tous les cas de figure, de toute façon, il y a toujours de l'émotionnel? Non, c'est ce que je t'ai dit. Il y a Ouais. plusieurs facteurs Hmm. et certains peuvent être seuls et d'autres peuvent s'associer les uns aux autres. Oui, il y en a qui sont encore des cas de figure plus compliqués, comme tu dis, il y a plusieurs associations. Continue d'observer au niveau de l'épilepsie. Est-ce que tu vois autre chose du intérêt? Est-ce qu'il y a des répercussions sur autre chose? Quand tu prends un individu, oui, les répercussions peuvent être très importantes sur son état de santé, sur son état psychologique.
sur sa capacité à travailler ou non, ou à même avoir des loisirs, tout peut devenir un handicap et devenir contraignant et compliqué. Ça peut avoir aussi des répercussions sur, tu vois, si c'est un enfant, sur la famille, sur ben, l'organisation, peut-être même Heu, je vois des parents parce que c'est trop difficile, parce que ça crée des tensions, des parents qui se séparent ou de la culpabilité d'un parent, d'être peut-être à la cause de la maladie, de l'incompréhension, des fratries qui peuvent se sentir délaissés parce que tu en as un des frères ou des sœurs qui est malade, Oui. donc il a plus d'attention, donc ça peut créer des formes de jalousie, d'incompréhension, heu, ça impacte la personne dans tous les domaines de sa vie et ça impacte, également, son entourage. Il y a quand même des gros, gros cas. Moi, je me rappelle quand je travaillais en psychiatrie, on avait des cas lourds d'épilepsie, mais des personnes qui sont obligées de porter constamment un casque. Oui, j'ai un centre à côté de chez moi pour, les épileptiques, sévères D'accord. qui sont multirésistants, au traitement Oui, c'est vraiment et je vois des des ils sont vraiment mis en psy, mais enfin, ils y sont pour jusqu'à la fin de leurs jours, quoi. là, c'est pas un bâtiment psychiatrique, c'est vraiment un bâtiment pour, une structure pour, l'accompagnement et une résidence en fait, hein, pour ces personnes-là. Ils sont de tout âge. Tu en as des jeunes adultes Mmh. et des adultes et effectivement, là, dans ces cas extrêmes avec, heu, une durée de vie qui est courte. Oui. Il Oui, y je en a pense. qui arrivent à avoir un semblant, on va dire, de vie, d'avoir des activités, de pouvoir participer effectivement, qui ont des casques et pour éviter, tout traumatisme Mmh. important au niveau de la tête. Bien. Est-ce que tu vois autre chose concernant ces épilepsies, Anne-Julie, qui serait intéressant? Non, je te dis effectivement, ce côté, de transition. Je vois des cas de possession et des changements même d'entité à travers le corps, Mmh. dans des cas très extrêmes, ouais. Bien, Julie, alors si tu ne vois pas autre chose, les chiens qui accompagnent les épileptiques. Un, 2 et 3. Oui. Alors il y aurait apparemment, Anne-Julie, des chiens qui seraient dressés pour ça, qui auraient la capacité de détecter, on va dire, avant que se déclenche une crise d'épilepsie. Pour les cas assez, Hein? pour les personnes, on va dire les cas de personnes qui font vraiment beaucoup de crises et les gros cas. Est-ce que tu peux me trouver un de ces 4, au moins un de ces cas, de quelqu'un qui a un chien qui détecte les crises? Oui, je vois un golden avec, une jeune fille, elle doit avoir 17 ans Oui, et qui fait des crises d'épilepsie et je vois le chien qui, je vois 3-4 minutes avant, arrive à comme sentir, il sent alors c'est on pourrait traduire ça chez l'humain comme une odeur, mais, c'est comme si le cerveau, en fait, commençait à émettre quelque des chose? s ouais, des signals, différents de la normalité Le chien a la capacité de les détecter. et en fait, ça change, en fait, ces fréquences, j'ai l'impression que stimulent
C'est comme une vibration, ça stimule des récepteurs et une information qui est différente, mais dans l'ensemble du corps. Oui, se manifeste dans nos énergies. C'est ça, c'est tu sais, hem, ce que je vois, c'est que chaque partie du corps, une cellule, par exemple, a son information à elle, de son fonctionnement, de son état, de à quoi elle sert, de qui elle est, si Mmh, tu vas quelque part. Et en même temps, elle connaît qui elle est, mais elle sait dans à quel organisme elle appartient, mais elle a aussi toute l'info du reste, du corps humain. mmh. D'accord. Et et je vois en fait ce temps de latence entre, ces changements, de connectivité, Mmh, cérébrale et comment ça va commencer à se propager. Je vois au départ par les fascias, c'est comme si les fascias venaient après dans entourer chaque organe, chaque muscle et transfèrent cette information et c'est comme si la fréquence, changeait dans l'ensemble du corps et ça change la nature, ouais, presque la nature de toutes les cellules du corps, en fait, qui captent l'information comme si elles allaient se préparer à à cet état épileptique. Et le chien sent cette modification et ce marquage qu'on pourrait traduire par, effectivement une odeur, une modification de fréquence, de mmh. vibration et ça a une trace en fait et Le chien la et c'est détecte. ça, voilà, parce qu'il sent une différence entre un état, normal et une Mmh, modification. d'accord, et comment il le manifeste après, le chien, dès qu'il sent ça? Lui, il vient, taper avec sa truffe. Vient taper on va dire La la personne, la ouais, maîtresse avec sa truffe, exactement. et donc c'est quelque chose qui est mis au point, on va dire, entre la personne. La personne sait que chaque fois que ce chien fait ça. Exactement, c'est un entraînement que le chien a depuis son jeune âge de pouvoir détecter, heu, cette modification et c'est un apprentissage et du coup, il vient, tac, taper avec sa truffe, donner un coup en fait, bien spécifique. C'est pas, tu sais quand le chien veut essayer de Oui, jouer et qu'il pousse avec le bras, mmh, c'est vraiment tac, il tape et il pose et il s'arrête en fait. d'accord. La la truffe collée en fait, contre sa maîtresse et ça lui permet, heu, d'avertir, cette jeune fille Mmh, et d'anticiper, de se mettre dans un lieu sécurisé, de pouvoir s'asseoir ou même de s'allonger et de pouvoir prévenir, ouais, de pouvoir généralement se mettre en sécurité. il y en a beaucoup de ces chiens? C'est quelque chose qui se développe, oui, depuis 15-20 ans maintenant. D'accord. Est-ce Et qu'il y a une race spécifique? Ou est-ce que tout non, chien peut être entraîné à faire ça? n'importe quel chien peut être entraîné. Si pour Oui, autant il accepte, hein, d'être entraîné. d'ac Avec les odeurs. Après, c'est en fait, chaque, personne en fait, ça va être spécifique à chaque personne. C'est comme si tu avais des modifications de fréquence et du coup mmh, d'odeur, de marquage spécifique. Il y a quelque chose à la fois je vois général dans le mode de fonctionnement. oui, Il y a quelque chose d'un peu général chez chaque personne porteuse d'épilepsie, ouais, mais en même temps, quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire que oui. le chien doit après connaître l'odeur de son maître et la normalité et les prémices et le changement. Oui, on va dire que, comme tu dis, il y a la version globale, puis après l'animal doit être dressé, je pense, au début avec la personne Mmh. concernée pour C'est ça, savoir, exactement différencier, et étant donné mais qu'on est unique. exactement. Mais tout comme, tu vois, j'en vois, rien à voir, mais qui peuvent détecter, hem
l'odeur pour les personnes diabétiques. Et parce que pareil, quand il y a une hyper ou surtout une hypoglycémie, le chien va sentir l'odeur qui est différente à travers la peau, les cellules, mais aussi on a tous un peu de sueur, un peu de, tu vois. Oui. Et il y a Comment ça, comment ils éduquent ces chiens? Comment c'est ça se passe? l'odeur, c'est de l'éducation, c'est soumettre des chiens. Je vois que euh, quand ils éduquent, quand c'est encore en mode général, euh, c'est comme si on prélevait les personnes avec des tissus ou des cotons et qu'on fait passer sur eux, tu vois, à des périodes normales Mmh. et des périodes avec bah, la pathologie qu'on souhaite Ouais, détecter. Et on fait frotter et comme ça, le chien peut sentir plusieurs odeurs et signaler en fait si présence ou non de la pathologie ou du symptôme surtout à détecter. d'accord, intéressant. Mais je vois que de plus en plus, dans les recherches, dans les laboratoires, on, on utilise les animaux, le flair des animaux pour détecter. J'ai l'impression qu'ils essayent sur des cancers et sur, j'ai le Parkinson. D'accord. Comme si, pour le Parkinson ou le cancer, on pouvait détecter, alors le premier jusqu'à 20, 30 ans Mmh. en amont avant les premiers symptômes de la maladie. Ah, quand même. Mmh, L'animal serait capable de détecter ça avant. ouais. D'accord. Parce que tu vois, on a l'impression que c'est laideur, mais c'est plus complexe que ça. C'est comme si le chien, pour les psys ou n'importe quel symptôme, c'est un mélange d'odeurs, parce que On on ramène tout au humanise, flair du chien, oui, on on ramène tout au humanise flair. ça et c'est ce qu'utilise, mais le chien, c'est comme plein de codes, plein de signaux qui sont interprétés. C'est comme des marquages, des traces. C'est à la fois, ils peuvent voir des choses très subtiles en fait Mmh. en amont. Et il y a effectivement l'odeur, mais c'est encore plus impactant en fonction de l'énergie subtile et des modifications. Comme tu vois, quelqu'un qui on peut tous magnétiser, mais Oui, aller chercher ces fréquences, on va souvent les chercher avec les mains. D'autres sont capables de lire, tu vois, des auras, des oui, énergies et de le voir. Ben, le chien est capable, à sa manière. Oui, voilà, d'accord. Je pense que ainsi ces que a d'autres animaux. je pense que de s'équiper de ce genre d'animal, ça doit coûter un bras. Je vois que souvent, c'est des associations, heu, qui, en fait, grâce aux dons, peuvent, Financer, financer l'éducation d'un chiot et c'est comme les chiens guides d'aveugles, en fait, hein, oui, effectivement. Heu, dans certains pays, c'est tu dois financer, mais il y a beaucoup d'associations qui, vivent des dons et pour pouvoir, accompagner et éduquer, le chien et après le chien avec, son humain. d'accord, C'est comme une formation après qu'ils suivent. ouais. Est-ce qu'admettons un chien qui a admettons le cadre d'un chien ou d'une chienne, enfin plus facilement une chienne, je pense. Il y a pas non, il y a pas de Non, mais si c'est une chienne qui fait ça, admettons, parce qu'on sait qu'un chien, bah, c'est comme nous, hein, ça a une durée de vie, Anne Julie, on est d'accord? mmh? Est-ce que si cette chienne qui est déjà éduquée à ça, qui a un maître, si elle fait des petits, est-ce qu'elle peut elle-même éduquer ses petits à reproduire comme elle fait avec cette personne? Alors, ce que je vois dans les cadres après de, quand on met en contact et qu'on Mmh, donne un chien à une personne, qui a une maladie, souvent, j'ai l'impression qu'on stérilise pour éviter, de la reproduction ou que le maître soit embêté et ne puisse pas gérer après, derrière, la portée, enfin tout ce qui va avec. Donc j'ai l'impression que souvent ces chiens et ces chiennes sont stérilisés ah, et parce qu'aussi, hem
ce que je vois dans le cadre légal en France, normalement, un propriétaire qui n'est pas un professionnel ne peut pas faire reproduire ses animaux pour de la revente. Mmh. Ouais, mais là, on parle pas de revente, hein. On parle Oui, de mais dans ce cadre-là, c'est pour ça aussi que les associations se prémunisent de, de toute reproduction et stérilisent. Mais effectivement, ça pourrait être possible, dans des capacités, dans du mimétisme, que, une portée puisse, apprendre. transmettre. Mmh. Ouais, D'accord. OK, Anne-Julie. Bien, il nous manquait, cette petite partie-là qu'on avait oublié d'explorer donc OK. eh beh, je te remercie, hein, Anne-Julie. Alors tu te déconnectes de ça